Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de ce vol MTI Experience à destination du bullshit de l'innovation. La notice qui vous a été distribuée à l'entrée contient l'intégralité des informations relatives au programme de la soirée. Nous vous demandons de la lire avec attention, de la remplir soigneusement au dos et de ne pas oublier de la remettre aux membres de l'équipage au moment de la sortie. En cas d'impérieuse nécessité, nous vous prions d'emprunter la sortie à l'arrière de l'appareil, la sortie de devant étant bloquée pendant l'intégralité du vol pour des raisons de sécurité. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes et nous vous demandons de mettre votre portable en mode avion jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Mesdames et messieurs, maintenant, le vol est prêt à décoller. Veillez à être bien installé sur votre strapontin, redressez le dossier et la tablette de votre siège. Nous vous souhaitons une agréable expérience en notre compagnie. Hey Marie, quoi de neuf? Ça va Thomas? Comment ça va? C'est cool que tu passes. Tu vas? Alors, quoi de neuf? Bah ça va, écoute. Et toi, pas trop la pression? Bah écoute, c'est ultra calme, hein. T'as Non, vu 3 clients. mais attends, je parlais de la bière. Tu me fatigues, toujours le même. Bon attends, je te sers ça. Super. Et du coup, la recherche de stage, ça avance? M'en parle pas. C'est terrible. En ce moment, j'en peux plus. Je sais ce que je veux, tu vois. Je sais que je veux un travail avec un impact. Ouais. Je sais exactement ça. Ouais. Par contre, le problème, c'est que, écoute, moi, je suis en train de penser à plein de trucs superflus. Je pense à un travail, je veux un travail bien payé, tu vois. Je veux débloquer un crédit dans la foulée, acheter un appartement, avoir les enfants. Moi, j'en peux plus. J'arrive plus à réfléchir. Je suis dans ces considérations pourries alors que je sais ce que je veux finalement. Non mais déjà, il faut que tu te poses, ok? Ouais. Donc déjà, vas-y, pose ton verre, ok? On respire. Tous ensemble. Vas-y, t'expires. Ok? Ouais. Ça va mieux? Bois un coup. Ok. Alors, je vais t'expliquer. Déjà, il faut que tu sortes de cette spirale. Hein? C'est pas possible. Émancipe-toi de cette pression sociale. Enfin, je veux dire, tu peux pas penser à ça maintenant. Si tu veux un impact, tu peux en avoir un. C'est possible. Regarde-moi à l'échelle de mon bar. Bon, ça paraît pas grand-chose. Mais un petit sourire, une petite boisson, voilà, ça met le sourire aux gens. Et un jour, je trouverai la start-up qui me plaît, ou voire je créerai ma boîte, et j'aurai de l'impact. Donc, la leçon à retenir, c'est que tu peux voir petit et augmenter ton impact. Écoute, la Startup Nation, le délire, voilà, machin, je peux commencer petit, moi j'y crois pas. Enfin, tout de suite. Moi je crois à la grande entreprise, tu vois. Tu montes doucement les échelons, je sais que c'est pas top en ce moment la grande entreprise, mais justement je veux la changer. Je veux monter petit à petit, tu vois. Moi, un produit pour un type d'individu, franchement, t'as pas d'impact. Moi je veux changer l'entreprise, avoir un impact systémique et vraiment changer le système, attends, tu vois. Grand groupe. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Oui. Je sais pas quel âge vous avez, mais j'ai l'impression d'entendre mon père parler. J'ai l'impression que vous êtes des gens du XXe siècle dans des corps du XXIe siècle. C'est sympa, ça. Mais non, mais c'est vrai. Regardez, moi j'ai grandi avec le rêve de la voiture volante, avec le rêve de la conquête spatiale. Et vous, votre génération, vous allez vieillir avec la voiture autonome, avec la conquête de Mars, avec les expériences de monde virtuel. Et vous êtes là en train de vous poser des questions. Est-ce que je vais aller dans un grand groupe, avoir une voiture de fonction, de la moquette? Est-ce que je vais trouver la bonne start-up qui va grandir? Ouais. Le monde il est en train de changer et c'est en train de changer vite. Je pense que vous êtes une des générations les plus chanceuses. Il va se passer des choses fabuleuses dans les 20 prochaines années. Vous êtes en train de regarder le train et vous posez les mauvaises questions. La société est en train de se transformer. On a des technologies qui sont en train de redessiner la donne. La société est en train de se réinventer pour faire face à ces nouveaux défis.
Prenons un exemple. Les technologies. On a plein de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut avoir des jaquettes connectées, on peut avoir des frigos connectés, on peut avoir des lave-linges connectés, on peut avoir même des ceintures connectées. Ce serait pas mal de regarder d'ailleurs ton régime alimentaire pour que tu prennes un peu de force. Au-delà de ces exemples qui sont un peu débiles, pas forcément très pertinents, en fait, ce qui est intéressant, c'est le potentiel que ça crée. À partir du moment où tout va pouvoir être connecté les uns les autres, on va avoir plein de services à imaginer, plein de grandes idées à construire. Je donne un autre exemple, les robots. La robotique, c'est fabuleux ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, grâce à des exosquelettes, il y a des gens qui étaient paraplégiques, qui peuvent se lever et marcher, qui étaient assis et qui se retrouvent à hauteur d'homme, à pouvoir parler à la même hauteur que nous. Aujourd'hui, il y a les robots qui passent l'aspirateur, il y a des robots qui rangent des stocks chez Amazon, il y a des robots qui s'occupent de personnes âgées. C'est quand la dernière fois que tu as vu ta grand-mère? Il y a 3 semaines. Il y a des robots qui peuvent s'en occuper tous les jours si elle tombe demain et qui vont l'aider. Est-ce que vous avez vu les drones de Raffaello Di Andrea? Non. C'est un chercheur fabuleux. Il fait voler ses drones en essaim. Ils sont capables de créer des ponts de singes. Ils sont capables de danser. Ils ont même fait un spectacle avec le cirque d'hiver. Vous avez regardé les robots de Roombot de l'EPFL. C'est des petits cubes comme ça qui s'assemblent et qui créent du mobilier de manière intelligente. Il y a même un robot qui sait faire un salto. Tu pèses combien? 60 kilos. Il est plus lourd que toi et il arrive à faire un salto. Fais-nous un salto. Non. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui pensent. On a des ordinateurs qui, grâce à l'intelligence artificielle, ont réussi à battre les humains aux échecs, aux jeux de Go, et même à un jeu télévisé dont seuls les Américains ont compris les règles. En Chine, tu peux payer ton KFC en souriant. Tu peux aussi prendre une amende si tu traverses quand le petit bonhomme est rouge. Le potentiel est énorme, la génétique. On a établi tout le génome humain et aujourd'hui on va pouvoir guérir dans quelques temps des grandes maladies génétiques. On va pouvoir se rendre plus résistant, voire même s'adapter à des environnements plus complexes, comme l'espace. Et puis la société, elle se redessine face à tout ça. Aujourd'hui, on est en train de passer de la société de consommation à la société de l'expérience. Il y a quelques mois, j'étais dans un événement Secret Cinéma et j'étais au milieu d'une scène de Blade Runner. J'avais des gens autour de moi qui étaient là. Je ne savais pas si la personne à côté de moi c'était un comédien ou un autre participant. On est en train de vivre des choses fabuleuses. La réalité virtuelle ou la réalité augmentée nous permet de créer des nouveaux mondes virtuels, comme dans Ready Player One ou comme dans Bolshoi Arena. On rentre dans une société où il est facile de faire. Le do-it-yourself, les Fab Labs. Aujourd'hui, on a accès à des outils qui étaient uniquement dans des usines. Aujourd'hui, vous avez la méthodologie pour pouvoir créer des projets, des startups. L'accès, le geste de la main est revalorisé. Et puis la société, elle essaie de trouver des solutions aux grands défis qui vont arriver, des défis climatiques, des défis de migration, l'urban farming, le biomimétisme, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Aujourd'hui, on invente des cols non polluantes qui s'inspirent des moules qui se collent sur les rochers. On invente des habits qui respirent, qui s'ouvrent et qui se referment sans du tout de mécanique ou d'informatique, en utilisant les propriétés de l'humidité. En fait, ce qui me choque, c'est que vous êtes là en train de vous poser des questions, est-ce que je vais faire le bon stage? Mais si vous voulez faire des stages dans l'innovation, c'est trouver des solutions qui vont permettre de créer des nouveaux usages, des solutions qui fonctionnent. C'est amener sur le marché des inventions qui vont changer le monde. Vous savez, je ne suis pas historien, mais j'ai l'impression qu'on est à une grande étape, un peu comme la Renaissance au début. La Renaissance, quand les scientifiques, les artistes sont arrivés, ils n'ont pas seulement résolu les problèmes du Moyen-Âge, ils ont apporté autre chose, une vision, une idée, un dépassement de l'humanité, un rêve de l'humanité. Et c'est à vous de participer à ça. C'est vrai. Le monde est en train de se construire, la société elle est en train de se réinventer. Et moi, personnellement, j'ai aucune envie que ce soit la Chine, les financiers de la Silicon Valley qui décident pour nous. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Moi, mon rôle, c'est certainement de vous insuffler, de vous aider à vous donner envie de rêver, à vous aider à prendre les bonnes décisions, à essayer de faire que cette magie de l'innovation, ces surprises extraordinaires arrivent, à stimuler cette créativité. Mais vous avez une responsabilité aussi. C'est d'agir, de ne pas regarder le train passer, de participer à ça. Alors,
essayez de me trouver un petit peu plus d'ambition. Combien je vous dois, mademoiselle? C'était une pinte, c'est ça? Une pinte, ouais. Ouais, bah 5 €. Tenez. Merci. Merci en tout cas. Bah ouais, merci riche. pour les conseils. C'est rien. Bon, t'en as pensé quoi de tout ça là? Bah pour t'avouer, je suis un peu secouée. Mais après, tu vois, je me dis, il a pas tort. C'est vrai que les innovations dont il parle, on les connaît. Ouais, c'est Et vrai. du coup, non, il a raison. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on trouve un stage. Il faut qu'on mette les mains dans le cambouis. Écoute, attends. Est-ce que t'as entendu parler de Welcome to the Jungle? Non. C'est un quoi ça? site où il y a plein d'annonces. C'est hyper facile de trouver son stage. Ah ouais? Ouais. Attends, bah on a qu'à y aller. Ok, bah vas-y, on Attends, s'y je met. En regarde. plus, y a J'ai pas mon trop de ordi. clients. Hop, je prends ça. Non, non, là, il faut qu'on s'y mette. On n'a pas trop le choix. Hein. On commence dans un mois. C'est parti. Allez. Alors, Welcome to the Jungle. Clac. Bim. C'est parti. Donc, tu vas trouver un job, tout simple. Hop. Ok. Ça a l'air sympa ton site là. Ouais, ouais, c'est pas Attends, mal. 10 000 postes sur Paris. Ok. Pas mal. International Creative Specialist Ok. 3.0. Attends, t'as vu ça là? Crypto disruptif. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, Chief Happiness Officer. Mais moi je le suis déjà avec le MTI. Ouais, c'est vrai. Je manage le C'est bonheur vrai. de tout le monde, tu sais. Ouais. Heureusement que t'es là. Jambe gauche du CEO. Ah, c'est abusé ça. Attends, Coffee Maker, t'as vu ça? Bac+5 Coffee Maker. Non mais c'est quoi ces intitulés de poste? Attends. C'est Mais bullshit ça. qu'est-ce que c'est bullshit, quoi? C'est dingue. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Je te dérange 2 secondes, tu peux me mettre la petite sœur? Ouais. Cool. Attends. Ça va? Bah non, enfin, sur, pour être honnête, je suis sur Welcome to the Jungle. Ouais. Je suis déprimé. Avec Marie, on cherche un stage. Un poste de jambe gauche? Ouais. Ah ouais, ça je l'avais pas vu celui-là. Ah, c'est chaud ça quand même, non? Bah, Enfin, j'avoue, c'est- qui fait ça quoi? Ah bah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça pour toi? C'est Bah, pour Bah, moi, c'est je du sais bullshit, pas, quoi. c'est... du bullshit. Ouais. Alors, bon, je vais être un peu dur, hein, mais Ouais. en fait, ça, un truc. Tu connais le concept de brouillard informationnel, le data smog? Un Pas truc du tout, qu'on a non. un peu formalisé au niveau de la première, enfin, à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'était surcharger l'ennemi en lui balançant un tas de conneries. Mhm. Enfin, pas du vrai, du faux, enfin un mélange de machin, et de le surcharger pour qu'il soit complètement paumé. Et ben ça, gamin, ça c'est le marché de l'emploi qui t'a déclaré la guerre. Hein, il te balance des trucs Ça, comme c'est ça, dur. des trucs qui veulent rien dire, hein, jambe gauche, bras droit, enfin, je sais pas, enfin j'allais commencer à donner d'autres parties du corps un peu moins valorisées. Enfin, quoique, ça dépend. Mais grosso modo, on en est là, tu vois, si tu veux. En fait, on est en train de te dire que tu as le choix entre un bullshit job, un job à la con, c'est-à-dire un truc où, grosso modo, tu vois, tu vas pas mettre trop longtemps avant de te rendre compte que ton boulot, il sert pas à grand-chose, hein, que tu n'as pas vraiment d'utilité sociale. Jambe gauche, normalement, le mec, même le CEO, il en a une. Enfin, il y a des CEO qui en ont pas, hein, mais ça fait un job un peu spécial. Ou le chômage. Bah, moi, je choisis quand même le bullshit job, je pense. C'est plutôt un bon choix. C'est pas con. C'est plutôt un bon choix. Non mais, alors, bullshit, c'est marrant que tu aies employé le terme bullshit. C'est intéressant ce terme-là. Il vient d'où? Comment tu le définis alors, quand tu le dis, puisqu'on le dit tous, on dit ah c'est du bullshit, ça, mais ça c'est quoi le bullshit? Quoi, c'est un mensonge? Un mensonge. Ouais. Moi, je dirais job à la con. Job à la con, David Graeber, l'anthropologue, comme ça. Donc le fait d'exercer un métier et de savoir qu'il sert à rien. Mais alors, au niveau du langage, le bullshit, comment tu le... Je sais pas. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est un terme qu'on utilise tous et on n'a pas trop pris le temps de le définir. Alors, il se trouve qu'il y a un philosophe qui s'appelle Harry Frankfurt, qui est un philosophe américain, école analytique. C'est pas super fun, hein, a priori, mais ça, c'est plutôt marrant. Philosophe américain, donc, qui a écrit un petit texte qui s'appelle On Bullshit. Donc, c'est l'un des rares types que je connaisse qui a vraiment fait un effort de conceptualisation, de formalisation du bullshit. Et il te dit ça, il te dit en fait le bullshit. Qu'est-ce qui caractérise le discours bullshit? C'est pas un mensonge. Parce qu'en fait, le menteur, quand il parle, il cherche à dissimuler la vérité. C'est-à-dire qu'il sait quelle est la vérité. Il cherche activement à la recouvrir. Le bullshitter, c'est pas ça. Le bullshitter, en fait, il construit un propos, il parle comme ça, il s'en fout complètement de la vérité. C'est un truc où à aucun moment, ça ne rentre en ligne de compte. Il joue du pipeau. C'est pas méchant. Il n'est pas là pour te dissimuler la vérité. Il est juste là pour créer son espèce de propre univers un peu foireux avec du langage. Et ça, c'est le bullshit. Tu vois, c'est un discours qui ne s'intéresse pas à la vérité.
Un mensonge, c'est une boussole qui pointe le sud, quoi. Donc, grosso modo, quelqu'un qui ment, si tu les vantes, tu sais où tu peux retrouver ce qui est vrai. Un bullshitter, à la fin, si tu veux, c'est ton aiguille, elle est comme ça, et t'es complètement paumé. Ce qui fait qu'Harry Frankfurt, il dit un truc qui est assez fort, il dit, à long terme, pour une population donnée, bah, le bullshit, c'est un plus grand ennemi de la vérité que le mensonge. Parce qu'en gros, des gens qui s'habituent à bullshiter collectivement, bah, à la fin, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus aucune faculté de trouver le vrai, le faux. On patauge dans la small. C'est ça le bullshit. D'accord. C'est ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Tu percutes? Ouais. Ah, c'est bien. Alors, d'où ça vient? Pourquoi, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui, quand j'écoute la radio, bon, pas trop la radio, ça va à peu près, c'est à peu près préservé, mais que le bullshit est un peu la forme dominante de notre culture aujourd'hui. Il y a une espèce d'obsession, d'omniprésence du bullshit à tous les niveaux. Je sais pas si tu partages ce constat. Bah ouais, j'en vois partout. Enfin, Ouais. justement, après, pas forcément de secteur clé, mais j'en vois partout. Ouais. Et tu t'es déjà demandé pourquoi? Pourquoi? Non. Parce que c'est facile. Je sais pas, moi j'ai juste l'impression qu'il y a un rapport fort. Enfin, Est-ce que tu penses qu'on fait plus de bullshit aujourd'hui qu'on en faisait il y a 20, 30 ans? Mais Ah, c'est c'est sûr, sûr. c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est marrant ça. Pourquoi? Bah, parce que, alors, il est parti au SS 117 là? Est-ce qu'il vous disait que vous étiez un peu des vieux cons et tout? Bon, bah, j'espère qu'il reviendra quand même. Ouais, donc vous trouvez qu'on c'était mieux avant, quoi. Qu'en gros, on raconte, au moins sur le bullshit, on racontait moins de conneries avant. Ouais, exactement. Un peu comme le rap. Ouais. On faisait plus de rap avant ou plus? Tu veux dire Non, que c'était mieux avant. tu trouves qu'NTM c'est mieux que Jul? Ouais, exactement. T'as quel âge? Ouais. J'ai 23. Putain, ça va. En fait, il y a un peu d'espoir quand même, malgré l'omniprésence du bullshit. Non, mais d'où ça vient en vrai? Moi, effectivement, j'ai tendance à me dire que vous avez raison. C'est pas en fait qu'on raconte plus de conneries qu'avant, qu'on est devenu plus stupide. Hein, parce qu'en fait, le terme comment on traduit bullshit? Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, ça. On ne traduit pas trop ce terme. Bah, faut pas trop Généralement, traduire. quand on peut utiliser qu'un mot d'anglais, ça sent le bullshit. Quand les gens foutent de l'anglais partout dans leurs phrases, tu dois avoir un petit voyant qui s'allume et qui fait bip, 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 bullshit, bullshit, bullshit. Enfin, moi, ça fait ça. Mais d'où ça vient, en fait, je pense que simplement, on a un environnement médiatique qui fait qu'on a énormément d'occasions de prendre la parole. Tiens, là, par exemple, là, tu vois, si ça se trouve, je suis en train de bullshiter. En fait, je ne fais pas exprès. On m'a foutu un micro, comme ça, on me dit parle. Si ça se trouve, j'ai rien à dire. Et du coup, je dis des trucs, et en fait, c'est ça le bullshit. J'ai un micro, un statut Facebook, un truc sur Twitter, je peux dire des trucs, j'ai 1 milliard de possibilités de m'exprimer, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de trucs à dire. Donc ça fait qu'en gros, la parole se dévalorise. Si tu veux, c'est un peu comme l'inflation. Tu as un décalage entre la masse monétaire en circulation et les biens et services que tu peux acheter dans une économie. Donc ça fait de l'inflation. Donc le bullshit, je trouve que c'est un peu ça. C'est une espèce d'inflation langagière qui fait qu'on n'est pas devenu beaucoup plus intelligent, mais qu'on a beaucoup plus d'occasions d'ouvrir notre gueule. D'accord. Donc on n'a pas plus de choses à dire finalement aujourd'hui. Ah non, j'ai pas l'impression. Bah, moi, je vous trouve un petit peu dur. Hein. Bah, Arthur, oui, mais ça, c'est parce que j'ai l'alcool triste. Peut-être. Tiens. Alors, Alors, d'ailleurs, c'est- parce que comme c'est ça, très possible. ça Ok. relance le truc. Ouais, et peut-être que tu ferais mieux de prendre des bières au lieu des panachés. Ça te réussit mieux. Ouais. Mais Parce que ça, c'est... oui, au départ, le bullshit, ça vient d'une intention qui est très louable. Le bullshit, ça vient de quoi? Le cerveau consomme énormément d'énergie. Penser, ça demande de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des raccourcis cognitifs. Et le bullshit, c'est un raccourci cognitif. Par exemple, Arthur, si jamais je te parle d'entreprise agile, ou si toi je te parle d'entreprise agile, bah, tout de suite on voit ce que c'est-à-dire on voit Open Innovation, on voit la pyramide hiérarchique qui s'écroule. Il y a d'autres termes bullshit qui se cachent derrière le terme bullshit principal. Non, je pense que tout simplement ça signifie une chose quand je dis entreprise agile, et ben ça signifie qu'au moins on est du même monde. C'est-à-dire que toi et moi, on fait partie grosso modo du monde de l'innovation et du coup, on ne va pas perdre notre temps, d'une part, à décliner notre CV et puis d'autre part, on se reconnaît et puis d'autre part, à essayer d'expliciter tout le réel qui nous entoure. C'est-à-dire que, imagine par exemple si je te disais, bah ouais, je veux bien que tu m'apportes aussi une bière. Alors une bière, c'est un liquide à base de céréales qui donne des gros ventres si on en boit trop et puis tu me le mets si tu veux. Voilà, et tu me le mets dans un verre, donc c'est une matière, c'est un objet cylindrique avec une matière transparente qui vient du sable, etc. On n'en finirait pas. J'ai deux peut-être observations là-dessus. Tu as raison, c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, la bière, on sait ce que c'est. Ça, je veux dire, les Égyptiens ont commencé à la brasser il y a à peu près 5000 ans. C'est vrai que c'est normal qu'on ait un terme qui permette de la désigner très simplement et qu'on n'ait pas à refaire le descriptif, que je n'ai pas donné la formule chimique ni la recette. Le problème dans l'innovation, c'est que pourquoi effectivement on a tendance à beaucoup bullshiter dans l'innovation? Alors,
Vous connaissez Hegel? Tu as lu Hegel? Non. On n'a pas lu Hegel. Non. T'as raté ta vie, Thomas. Si vous apprenez ici, enfin bon. Qui écrivent cette jolie formule qui dit « L'oiseau de Minerve s'envole au crépuscule ». C'est-à-dire que tu comprends les choses, tu arrives à les saisir par la raison après qu'elles se sont passées. Et donc l'innovation, par définition, on est sur des trucs qui commencent, qui sont encore mal définis, on est dans une espèce de clair-obscur, donc il y a énormément d'occasions de raconter des trucs qui ne sont pas, effectivement, qui ne sont ni vrais ni faux, mais qui ont, effectivement, qui peut-être soutiennent cet effort, justement, d'innovation, parce qu'on est dans de l'indétermination. Et le deuxième truc, c'est que tu as raison, c'est normal pour toutes les professions d'avoir un jargon. Les notaires ont leur truc, il y a toujours des codes, des idiolectes professionnels, des langages un peu hermétiques pour ceux qui n'exercent pas un métier, et finalement, les gens qui bossent dans l'innovation ne font pas exception. Le seul petit hic, je trouve, c'est quand, justement, on passe du jargon professionnel, donc un langage qui a des finalités pratiques, à une tentative de décrire le monde avec ce truc-là, quoi. Donc du coup, on utilise des catégories qui ne sont pas très bien définies, genre millennials, si tu veux. Dans les millennials, il n'y a aucun sociologue sérieux qui va vraiment faire un truc sur les millennials. On sait bien que c'est un concept plutôt marketing. Et donc quand tu commences à avoir des études qui disent « Attention, c'est plus juste du machin, mais c'est comme ça qu'on va comprendre le monde », là, on s'aventure en terrain un peu risqué. Eh bien, là un peu comme mon alcoolémie. Ouais, là encore, je veux m'inscrire un peu en faux contre ce que tu dis, Arthur. Et avec tout le respect que je te dois. Ah je t'en prie. Ces termes sont imprécis, c'est vrai. Millennial, c'est imprécis. Mais pour autant, ils traduisent un sentiment du monde. Ils traduisent une réalité. Par exemple, moi je me souviens, quand j'ai commencé dans la pub, on parlait différemment. Et par exemple, on parlait beaucoup de créatifs. Aujourd'hui, on ne parle pas de créatifs, on parle d'innovation. À l'époque, on parlait de disruption. Maintenant, on parle un peu de disruption, mais on parle de à quel concept. À l'époque, on disait, en tout cas la valeur cardinale, c'était la valeur de créativité. Maintenant, la valeur cardinale, on dit de quelqu'un qu'il est inspirant. Pour autant, est-ce que ça signifie la même chose? Moi, je ne crois pas. Je crois que le paysage actuel, un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est le rapport à l'échec, parce qu'il est intéressant. Le rapport à l'échec, avant on était dans la loose. Quand moi j'ai commencé à bosser, on était dans la loose. Et puis à un moment, on est devenu une nation, en tout cas d'entrepreneurs, c'était un petit peu un but d'entreprendre, et puis on est devenu la start-up nation, et du coup il fallait revaloriser l'échec. Alors on a commencé à dire que déjà c'était pas des échecs, c'était des expériences. Donc il y a une lexicologie qui s'est mise en place. Et puis aujourd'hui, toi, tu auras la chance d'avoir un CV où on pourra valoriser les échecs. Donc tu vas pouvoir parler de fail-conf, tu vas pouvoir parler de tout un lexique qui se met en place, de fail-forward et de fail it until you make it. Enfin, il y a toute une lexicologie qui est en train de se mettre en place sur l'échec. Et ça prouve quoi? Ça prouve que tout simplement, c'est une idée qui est en train de prendre place dans la société. Tu ne crois pas, Arthur? Oui et non, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a, ce que tu décris, c'est qu'effectivement, il y a une durée de vie assez courte de ces concepts un peu à la mode. Je ne sais pas, il y en a un qui me viendrait en tête. Moi, j'ai l'impression que depuis peut-être 3-4 ans, ouais. J'entends partout le mot inclusion. J'entends plus jamais le mot justice. J'ai fait des études de philosophie, on m'a jamais dit le mot inclusion en philosophie. On parlait de justice, on parlait de ce genre de trucs, et maintenant, on a ce terme qui a explosé. Et c'est marrant, tu sais, il y a Nassim Taleb, qui est un penseur que j'aime bien, qui pose la question de la fragilité ou de l'antifragilité d'un discours. Et il me semble que quand quelque chose... Enfin, c'est assez étrange. En fait, ce que tu dis, c'est que il ne faut pas trop s'inquiéter du fait que le bullshit périme rapidement, parce qu'il y a un autre bullshit. En fait, il faut alimenter la machine continuellement pour que ça continue à tourner, quoi. Il faut que de nouveaux concepts viennent remplacer les précédents, parce qu'en fait, moi, ce qui me semble quand même, c'est là le petit bémol que j'apporterai en réalité à ce que tu disais, c'est qu'un concept un peu... En fait, on lance des concepts un peu comme on lancerait une ligne de PQ, quoi, parfois. Enfin, tu vois qu'il y a des gens qui se disent, on va construire une carrière comme ça, je vais créer un concept à la con, je sais pas, il y en a plein, on pourra en chercher. Je vais aller faire un plateau sur BFM et sortir un bouquin sur le sujet, et hop, là, je vais me faire de la conf et des trucs comme ça. Et en fait, ça pollue. Le marketing du bullshit. Le marketing du bullshit, en fait, ça pollue terriblement les discours ambiants, parce qu'on a des concepts qui ne sont fondés sur rien, qui sont en fait très fragiles. Alors, vu qu'on est une espèce sociale, voire grégaire, parfois, tout d'un coup, on commence à reprendre tous les termes les uns les autres. Hop là, ça prend, tout le monde parle d'inclusion tout d'un coup. Et dans 2 ans, en fait, on aura trouvé un autre truc. Il paraît qu'au début des années 90, c'était plutôt l'équité à la place de la justice. Oui. Et c'est préoccupant parce que ça veut dire que les discours, les concepts s'effritent à une vitesse grand V, et qui s'effritent de plus en plus vite en plus.
Alors c'est vrai que tous ces mots s'effritent et c'est vrai qu'il y a un marketing et ça provient de quoi? Ça provient que un mot est contagieux, en effet, et pour cela, on a intérêt à savoir de quoi on parle et on a intérêt à utiliser les mots à bon escient. Maintenant, il n'en reste pas moins vrai que ces mots ne sont pas complètement vides de sens, Arthur. Pas complètement. Pas complètement, voilà, pas complètement vides de sens. Comme mon verre. Exactement. Chin, il y a un mot que tu aimes bien, c'est le Chief Happiness Officer. J'adore. Je t'adore. Pour moi, c'est un peu l'équivalent dans la fonction RH d'un pays qui se sent le besoin de s'appeler République démocratique populaire. Ouais. Généralement, si tu sens le besoin de le mettre en avant, c'est que ça pue. Non. Je crois pas. Je crois pas. Elle n'a pas prévu celui-là. C'était un peu... Je brise le 4e mur, hein, mais... Je crois pas. Je pense que le Chief Happiness Officer traduit un effort qui est très louable pour considérer que le travail est une source d'épanouissement et que oui, on peut avoir du bonheur au travail. En tout cas, le bonheur est une idée neuve. Le bonheur au travail est une idée neuve, ça c'est sûr. Et que derrière, il y a une idéologie qui est très très loin du travail comme exploitant les gens, comme instrumentalisant les gens, et comme, bah tiens, toi Thomas par exemple, je voudrais t'engager, mais tu vas être une fonction. Et puis le jour où toi tu seras usé, bah, je vais prendre quelqu'un d'autre qui sera un autre outil, qui sera une autre fonction. Tu n'as pas l'impression que c'est parfois, bon par contre, je ne vais pas te payer trop cher, mais par contre, tu vas avoir un workshop inspirant le matin et un baby-foot dans la salle de sieste? Alors, pas forcément un baby-foot dans la salle de sieste, mais un workshop inspirant, oui, effectivement. Je pense que c'est le moins qu'on puisse vous donner aujourd'hui, c'est vous inspirer pour que tout ce que vous fassiez ait du sens pour vous. Et je pense qu'avec ce vocable qui est en train de se mettre en place, on est loin du structuralisme, on est loin de la pensée Baudrillard, on est loin de la violence de classe, et c'est pour moi... Pardon, voilà. Je faisais un big up à... Et c'est pour moi un progrès. Maintenant, on peut peut-être tester la salle. Qu'est-ce que tu en penses sur les mots bullshit? C'est quoi les mots bullshit à la mode? Pour vous, c'est quoi les mots bullshit du moment? Intrapreneuriat, pas mal. Mais il est déjà un peu sur la pente descendante, hein, celui-là. C'est un peu, excusez-moi monsieur, c'est un peu 2018. Sauf 2018. Quelqu'un veut nous donner un autre mot bullshit? Pardon? La bienveillance. Ah oui, alors... Ah bah, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Bravo madame. Moi je pense que la bienveillance est une notion qui va traverser les siècles. J'espère. Pardon? Avec de la profondeur, oui, c'est mieux. Vous avez lu le livre Happycratie peut-être? Oui. Dénonce la marchandisation du bonheur à l'époque contemporaine. C'est super pour déprimer. Et maintenant, si je vous parle des mots cluster, par exemple, vous lui donnez une durée de vie de combien? C'est pas déjà mort, ça? Pardon? C'est pas des céréales avec un écureuil? C'était pas ça. Combien de temps, cluster? Combien de temps, cluster? Ben voilà, c'est fini. Expérience. Est-ce que expérience est un mot qui va durer dans le temps? Expérience, oui, mais ça peut expérientiel. Expérience citadine, expérience... Immersif. Ça te dirait d'avoir un travail, un job expérientiel? Moi, je dirais qu'expérience, on va avoir un peu de mal à le proposer un stage non rémunéré, mais c'est expérientiel. Ok, je signe. Voilà, j'ai recruté, au moins j'ai pas perdu ma soirée. Non, pas du tout. En conclusion, est-ce qu'il faut se passer de bullshit ou pas se passer du bullshit? Pour moi, tu vois, Arthur, le bullshit n'est pas quelque chose de très toxique. C'est-à-dire que c'est comme la poésie. C'est un effort pour structurer le réel et pour l'exprimer. Et à la limite, tant mieux si on invente notre langue tous les jours. Je serais plus inquiète, par exemple, par le fait d'utiliser trop d'anglais. Parce que si... dans le bullshit de l'innovation, il y a énormément de termes anglais. Ça signifie quoi? Ça signifie que la langue française recule et que la langue française, elle est impuissante à exprimer ce réel. Et ça, je trouve que c'est dommage quand on utilise empowerment alors qu'on pourrait utiliser empuissantement ou empouvoirment, mais que les gens ils disent « Ah bon, mais tu utilises ce mot-là, on dirait une Canadienne ». Je trouve que c'est plus... Ils sont très bien, les Canadiens. je trouve que c'est
dommage. Et moi, je vais aller aussi de mon anecdote historique, puisque chacun ses armes. On sait que le latin a été remplacé dans les traités parce que le maréchal de Villers sous Louis XIV était une brêle en latin, donc il a demandé à ce qu'un traité soit écrit en français, et du coup le français est devenu une langue qui était une langue, la langue des traités, la langue de la politique. Et c'est très intéressant parce que le français, contrairement à l'anglais, c'est pas des boîtes qu'on met les unes à côté des autres, mais c'est une langue de préposition, donc de circonférence, autour, quand, avec, etc. Et ça, c'était très chouette. Mais le français lui-même a décliné en 1918 parce que Roosevelt a demandé à ce qu'on écrive le traité de paix en anglais. Et là, ça a été le début du déclin du français. Mais je pense qu'aujourd'hui, en innovation, on peut parler français parce que nous, on est des gens de communication, on est des gens de mots, et les mots, c'est de l'énergie, c'est même ce qui peut se charger le plus en énergie, c'est l'arme la plus puissante que nous ayons. Ah bah tiens, à propos d'énergie, moi j'ai un truc pour toi. Mais c'est vrai que déjà, il y a un petit exercice mental, effectivement. Quand tu as une phrase assez bullshit, si c'est en anglais, tu la traduis en français, et normalement, ça t'explose au visage que c'est du bullshit. D'accord. Donc, parce que Laurence a raison, hein, l'anglais... Je ne sais plus qui disait, c'était pas Henri VIII qui disait que l'anglais c'était jamais que du français mal prononcé. Oui, d'ailleurs il parlait français. Ben oui, parce qu'en Angleterre on a commencé à parler anglais qu'à partir du XVIIIe siècle. Mon gamin, viens voir. Tu vois, c'est un truc pour toi. Ce n'est pas du tout un sèche-cheveux. Un truc, parce que c'est hacké. Des Fab Labs, tout ça, je l'ai hacké. On prend le truc. Attends, il va falloir le calibrer. Tiens, c'est un bullshitomètre. Ok, je vais le connecter. Connecte-le, tu as une antenne. On va le tester, on va le calibrer quand même, parce que D'accord. Ok. Vas-y, attends. après tu vas le péter. Tu fais gaffe, c'est du triphasé. D'accord. Tu l'allumes, s'il te plaît. En gros, si tu as une aiguille comme ça, tu vois, ça fait de 1 à 5. Quand tu as une phrase bullshit, tu as un doute, on va le calibrer. D'accord. Si tu veux. Ok. C'est chaud? Ouais. Bon, alors tu l'allumes, c'est bon, il est sur on? C'est bon, j'ai appuyé. Tu lis cette phrase, s'il te plaît. Alors, on passe d'un creative-driven marketing au data-driven marketing en mode itératif et always on. Vache, non, attends, on l'a pété là, c'est trop puissant. Faut pas. Ok. Non, en fait, faut pas. Non, on va faire un truc plus soft parce que là, sinon, t'es calibré sur un degré. Tiens, lis ça, c'est un tweet de Pierre Moscovici d'hier. Il n'y a pas de paradis fiscal dans l'UE, mais sans aucun doute des pays encourageant à l'excès d'optimisation fiscale. C'est bon? Tu vois, là, on est sur 4,5, tu vois, c'est c'est raisonnable, mais c'est de la langue de bois, c'est pour ça. Ouais, il y a des sous-genres, non, ça a l'air pas, parce que là, on va y passer la soirée. Et je peux l'utiliser. Moi, j'en peux plus de ce truc. Allez, viens. Oh bah, tu le gardes. Je le garde? Ouais, je le prendrai à l'occasion, t'inquiète. C'est un fardeau trop lourd à porter. Au revoir. Ok, bon, bah, au revoir. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce Ils étaient truc, bien. hein? Ouais, pas mal, pas mal. Franchement, pas mal. Alors, pas mal, mais on peut le tester entre nous quand même avant d'aller sur les sites et tout. Enfin, Est-ce que tu penses le tester comment? toi qui es si forte en bullshit, tu peux pas nous faire une petite phrase comme ça, sortie des fagots? Ok, attends. Allez, c'est parti. Vas-y, je réfléchis. Vas-y, lance-toi. C'est bon, je l'ai. Ok. Le futur de la société est façonné par l'innovation 4.0, créée par des modèles disruptifs dans des Fab Labs en mode task force agile. Et pour le côté inclusif de la blockchain, la transparence justement, et un reporting des KPI par une AI prédictive. C'est fort. Ça marche bien. Ça marche bien, c'est top. T'as pas perdu tes talents quand même. Hein. T'inquiète. Du coup, on n'a qu'à tester ça sur Welcome to the Jungle, t'en penses quoi? Là, je pense que ça va biper. Hein. Ouais. Ça va biper. Ok, attention. C'est parti. Alors, ok. Vas-y, attends. Alors, essaye. là, sur le disruptif, là. Ok. Ok, Ah donc ouais, ça c'est ok. bullshit. Ok, ça marche. Ah, la jambe gauche, La jambe gauche. Vas-y. Ouais, ça a l'air bien bullshit aussi. Attends, je vais essayer sur un autre truc. Coffee maker, ok. Tiens, Juicero, ça a l'air sympa. Ouais, vas-y. Clac. Ça répond Ça pas. fait rien. Attends, vas-y. Mais ça a pas l'air bullshit, ça. Attends, je descends un peu. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ouais. Bah attends, il y a une vidéo. Vas-y, clique. Attends, clac, bim, c'est bon. What is this? It's a Juicero. I'm sorry, I don't know what that word means. It's What's a new word. Juicero? Okay, define it for me. Juicero, the best juice ever. What comes out of the Juicero is so fresh that it shouldn't even be called juice. It should just be called, I don't know, squashed produce, because that's what it is.
Our founder, Doug, is straight up made of juice. Literally, there's juice in my veins. Doug and the Juicero team have taken care of everything. Not just the washing, the peeling, and the chopping, but the growing, the harvesting, the washing, the refrigerated transport, the inspecting. Did we mention the washing, the packaging, and finally delivering to your house? Waouh, c'est pas mal. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Et attends, tu sais, je vais regarder sur Google, je vais taper juste pour voir ce que ça... Enfin, histoire de confirmer ça. Juicero, Ouais, fais ton détective. Hein. clac, ok. Attends, il y a une vidéo là, Do you need a foreign juicer? Ça coûte 400 $. Ok, Ok. en fait, Bon, ça, c'est la machine. Ça a l'air pas mal en vrai. ouais. C'est quoi ça? Attends, C'est quoi ce délire là? attends, ok. Genre, elle fait le même truc que la machine en fait. Ah ouais. Avec En fait, ses mains. En fait, d'accord, ça c'est une machine qui sert de... D'accord, ok, tout simplement. Donc 400 $ pour rien. Ah, mais c'est déprimant en fait. Mais en fait, je crois que j'ai compris. Ce bullshitomètre là, il marche pas du tout quoi. C'est complètement pourri. Et je Merci, pense hein. en fait qu'il fonctionne sur le titre, ok. Et je pense que dans le contenu, donc en fait, tu as un autre niveau de bullshit. Tu as un deuxième degré de bullshit qui est sur le contenu. Ok. Et nous, on n'a pas encore atteint ce degré là, tu vois. Ok, en mode la forme, ça bip pas, Ouais. mais le fond, ça devrait grave biper, non? C'est exactement ça. Pff, c'est déprimant. Mais qu'est-ce Comment qu'on on fait fait là? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a même choisi la bonne voie? Est-ce que c'est pas tout finalement du bullshit? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Tu vas pas me dire que toutes les innovations sont bullshit, non? Bah écoute, je sais pas, enfin, à qui on pourrait parler nous pour parce Bah, que là écoute, c'est déprimant quoi. Ah si. Alors là, j'ai l'homme de la situation. Hein. Ah bon? Vincent Bontemps, notre prof de philo d'innovation de début d'année. Ah. Ah, pour le coup, les cours avec lui, mais c'était là, on voulait du sens, là, on en avait quoi. Ouais carrément. Et tu sais quoi? J'ai son numéro de téléphone. Mais non. Si. Bah vas-y, appelle-le, qu'est-ce que t'attends là? Bah ouais. Attends, écoute, ouais, carrément. Il faut agir là, Thomas. Appelle-nous Vincent. Alors attends 5 secondes. Ok. C'est parti. J'espère qu'il va répondre. T'inquiète. Bip. Bip. Le bip est bizarre. Bip. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Bontemps, c'est Thomas du Master MTI. Bonjour Thomas, comment allez-vous? Bah très bien, et vous? Fort bien, je suis dans un bateau. Oh bah c'est super ça. Bah écoutez, nous on est à la dérive en ce moment justement, en parlant de ça. En fait, en ce moment, on se pose plein de questions je suis avec ma pote, mon amie Marie du Master MTI. Et en fait, en ce moment, vous savez, on est dans la recherche de stage. Et en fait, on se pose plein de questions existentielles sur l'innovation. On se demande si on a choisi la bonne voie. On est un peu perdu à vrai dire. Et on a repensé à votre cours de début d'année qui était vraiment fantastique. Et du coup, on aimerait bien vous poser quelques questions à ce sujet. Très bien, mais où vous trouvez-vous? Bah écoutez, on est au bar Pas le Poisson. Ouais, elle est bonne. Non, c'est pas une blague. On est au bar qui s'appelle Pas le Poisson, c'est 8 rue Dauphin. Qui n'est pas un poisson, je vois, on file la métaphore. Mais l'adresse? L'adresse, c'est 8 rue Dauphin, c'est ça, c'est pas loin de Bastille. D'accord. Eh ben, écoutez, le temps d'accoster, je vous rejoins dans votre rade. Ok, super. Bah tout de suite alors. Le temps passe très vite et Vincent Bontemps arrive déjà devant le bar. Ah mais il est déjà là? Ah monsieur! Oh quel style! Salut les jeunes. Bonjour! Oh là là! Vous allez bien? Oui. Vous êtes beau Ça monsieur! fait plaisir de vous revoir. Ah bah, moi aussi. Alors, à quoi puis-je vous être utile? Bah, alors écoutez, en fait, là comme vous savez, on est en recherche de stage de fin d'études, parce que oui, le MTI, malheureusement, ça ne dure pas toute une vie. Et voilà, on a envie d'avoir de l'impact. Seulement, pour nous, l'innovation, c'est le progrès, donc tout naturellement, on cherche un stage en innovation. Vous en pensez quoi? J'en pense que dès le départ, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'innovation, c'est pas forcément le progrès. Quoi? Ah bon? Non. Servez-moi une bière, je vais vous expliquer ça. Ok, ça arrive. L'innovation, ça vient du latin, ça vient du verbe innovare, merci. Et c'est un verbe qui voulait dire au départ remettre à neuf. Alors ensuite, durant l'Antiquité, ça a un peu évolué, c'en est venu à dire renouveler, remplacer par quelque chose de neuf, voire de nouveau. Et c'est dans ce sens-là que c'est passé dans les langues romanes.
C'est passé au XIIIe siècle chez les juristes. Faire une innovation, c'était rajouter une clause à un contrat qui préexiste. Par exemple, vous avez fait un testament, mais vous avez un nouvel héritier, vous voulez indiquer quelque chose de particulier à lui léguer, plutôt que de refaire tout le testament, vous faites une innovation. Et de là, du vocabulaire juridique, c'est passé ensuite au vocabulaire politique. D'accord ? Donc, Machiavel parle de l'innovation. Ça consiste pour lui à changer les institutions politiques. Alors, c'est surtout durant des choses qu'on appellerait des coups d'État. Hein. On arrive et on change les institutions. Francis Bacon, pas le peintre, le philosophe de la même époque, lui aussi en parlait, mais il disait qu'au contraire, l'innovation, c'était quelque chose qu'il fallait faire très graduellement pour ne pas heurter les gens, pour ne pas risquer de déclencher des crises. Vous voyez ? Et de nos jours, je dirais, si on se rapproche de l'ère contemporaine, c'est deux personnages qui ont forgé le sens du mot innovation qui, de nos jours, a pris corps. C'est d'une part un sociologue qui s'appelait Gabriel Tarde au début du XXe siècle, et pour lui, les sociétés reposaient sur l'imitation, pas sur l'innovation. Mais il se trouve que certaines personnes, qu'elles le veuillent ou non, se mettaient à innover, c'est-à-dire à changer de comportement. Et en plus, si jamais ce comportement à son tour était imité, eh bien, ça se propageait et ça redevenait la norme. Et il voyait deux facteurs là-dedans, un facteur rationnel, les gens pouvaient changer leur comportement, innover parce qu'ils trouvaient que c'était mieux, ou alors un facteur conformiste. C'est parce que c'est quand quelqu'un de l'élite, quelqu'un qu'on trouve au-dessus de soi se met à changer, ben, on a tendance à vouloir adopter le même comportement. Et le but du jeu pour lui, c'était que le facteur rationnel l'emporte sur le facteur élitiste. Mais le personnage le plus important dans cette histoire sur l'innovation, ça sera Joseph Schumpeter. Et donc là, c'est un économiste qui voulait contredire Marx. Vous voyez, dans Marx, il y a cette idée quand même que l'argent finit toujours dans les mêmes mains, hein, de plus en plus. On tend vers un oligopole, voire vers un monopole. Et Schumpeter lui disait, oui, mais tu as oublié quelque chose, c'est l'innovation. Il y a des gens qui vont s'emparer d'inventions, qui vont les mettre sur le marché, et ça va transformer les structures, ça va faire tomber les positions de rente. Des gens vont faire faillite, et donc, du coup, d'autres gens vont pouvoir accumuler de la richesse. C'est cette idée-là, l'innovation. C'est cette idée d'un renouvellement interne des structures. Maintenant, si tu regardes progrès, progrès, c'est un mot aussi qui vient du latin, hein, progradi, avancer. Et au départ, ça ne veut pas dire quelque chose forcément avancer vers le mieux. On peut parler des progrès d'une armée, alors ça dépend de quel côté on se trouve, ou des progrès de la maladie. Hein, donc c'est pas forcément bien. Mais cette fois-ci, c'est encore Francis Bacon qui a dit des choses sur le progrès en tout d'un coup lui mettant un sens mélioratif. Le progrès, c'était quelque chose qui guidait l'humanité vers un état meilleur, perfectible. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait penser quand même que dans les sciences, au moins, l'humanité n'est pas condamnée à répéter, à stagner, mais elle accumule, qu'avec les sciences, on peut produire de la technologie, qu'avec la technologie, on change nos conditions de vie, qu'en changeant nos conditions de vie, nous avons une chance, ensuite, d'aller vers un état plus éclairé, avec même un progrès des mœurs, un progrès politique, un progrès social, un progrès éthique. Et donc, comme tu vois, il y a deux idées qui sont assez distinctes. Probablement qu'on ne peut pas avoir de progrès sans que ça tourne à l'innovation. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que toutes les innovations sont un progrès. D'un point de vue philosophique, les deux notions sont très différentes. D'accord, ok. Mais moi, ça me fait penser aussi à mes cours d'innovation de terminale. Je me rappelle... C'est vrai que je me rappelle, bon, c'est assez grossier, mais je me rappelle de Platon, je me rappelle du mythe de la caverne, des idées. Voilà, c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça aujourd'hui, la philosophie. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, il y a des mythes qui correspondent aussi à l'innovation et au progrès. Le mythe qui correspond au progrès, ce serait probablement Prométhée. L'histoire de Prométhée, il y a eu... une erreur de fait par son frère qui s'appelle Épiméthée, qui ça veut dire l'imprévoyant. Prométhée, ça veut dire le prévoyant. Et il essaye de la corriger. L'erreur, c'est tous les animaux ont reçu des biens, des dons, des dents, des crinières, des fourrures. L'homme n'a rien dans ce mythe. Alors Prométhée c'est un titan, et donc il va sur l'Olympe et il vole le feu et les arts, et il le donne aux hommes. Et donc, là où ça tourne mal, c'est que Prométhée, du même coup, il a essayé aussi de voler l'art politique, ce dont l'homme avait besoin pour se diriger. Et il n'y est pas arrivé. En plus de ça, il a réveillé Zeus. Et Zeus est très mécontent, donc il condamne Prométhée à être enchaîné sur un mont du Caucase
avec un aigle qui vient lui dévorer le foie, et tous les jours, et comme c'est un titan, il se régénère et toutes les nuits, il reprend vie. Et donc c'est un peu comme si la destruction créatrice était à l'œuvre en permanence, comme une espèce de dette que l'homme a contractée, c'est-à-dire le progrès technique l'amène à devoir toujours faire souffrir Prométhée, la nature, qui lui a fourni ses dons. Et en plus de ça, cette nature qui était aussi le signe de la prévoyance est enchaînée. Il ne possède pas l'art politique, il ne possède pas la prévoyance, et en plus de ça, il fait souffrir la nature. Donc ce mythe amène à une réflexion sur la nature du progrès, sur la façon dont on peut corriger nos erreurs, sur la façon dont on doit respecter la nature. Et puis, il y a l'innovation. Et alors l'innovation, le mythe qui lui correspond, je dirais, c'est plutôt Faust. Alors, il y a une certaine homologie entre les deux mythes, ils se ressemblent. Mais Faust, tu connais peut-être la légende de Goethe. En fait, Goethe a écrit 2 livres. Dans le premier, Faust est un savant. Il cherche à percer les mystères de l'univers. Mais dans le deuxième, Goethe a fait de Faust quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé par des choses pragmatiques. Et donc, il veut la puissance technique. Il veut la puissance. Il veut redevenir jeune, il veut devenir riche, il veut devenir puissant au point d'asservir les autres hommes. Il veut la plus belle femme du monde et donc il demande à recréer une femme artificielle sur le modèle d'Hélène. Il veut assouvir tous ses désirs. Et donc là, Méphistophélès est dans une autre position que Prométhée. Il accepte d'accomplir les désirs de l'homme, de façon souvent fallacieuse d'ailleurs, mais en échange, il réclame son âme, en lui disant « tu paieras plus tard ». Et donc, l'innovation, par moments, vient comme une puissance séductrice qui ne cherche plus le progrès, mais flatte la volonté de puissance. C'est un peu la difficulté, le problème, si tu veux, entre une volonté d'aller vers le progrès, ce qui consiste en gros à faire mieux, à dépenser moins d'énergie pour la même chose, pour les mêmes besoins, et puis une volonté de puissance qui est de faire, même au sens, je veux dire, scientifique de la puissance, c'est-à-dire dépenser le plus d'énergie en un minimum de temps. Donc, il y a là une dualité qui se trouve au cœur du malaise, on va dire, de ce début du XXIe siècle sur la planète. C'est profond. Facile, tout ça. Oui, je sais. Bon, comment faire plus simple? Tu vois, je suis habillé en marin. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si ça va être plus simple, mais bon. Les marins, il y en a qui sont des pilotes. Et en grec, justement, le pilote, il s'appelait Kubernetes. C'est le mot que Norbert Wiener a choisi pour fonder la cybernétique. L'idée de Norbert Wiener, c'est que tout ce qui nous entoure, tous les objets techniques qui nous entourent ne sont plus des outils. Nous croyons que ce sont encore des outils parce que nous les tenons dans la main. Mais en fait, ce ne sont plus des outils. Un téléphone portable, ce n'est pas un outil. Ça a un fonctionnement autonome comme une machine par rapport à nous. Pire que ça, c'est un fonctionnement qui dépend d'un réseau. Quand une machine est autonome, tu ne peux pas l'adapter, c'est toi qui t'adaptes à son fonctionnement. Quand elle est dans le réseau, c'est le réseau qui te régule. Les boucles de rétroaction, qui sont à la base de la cybernétique, sont précisément en train de se mettre en place partout dans le monde. D'un côté, tu as, je dirais, une espèce de cyberlibertarianisme, quelque chose qui est très propre à la Californie, avec une régulation qui passe essentiellement par la consommation et par le fait d'exciter la consommation. D'un autre côté, tu peux voir que des boucles de rétroaction à travers les réseaux sont en train de se mettre en place aussi en Chine, avec des indicateurs sociaux qui sont testés suivant les villes, en train de dire aux gens comment ils vont avoir une note sociale en fonction. Alors il y a des villes, ça va être évidemment sur l'argent, sur le fait de rembourser ses dettes. Il y en a d'autres où ça va être sur le fait de ne pas jeter des papiers dans la rue. Il y en a d'autres encore où c'est la boisson qui est interdite, où on demande aux gens de se modérer. Ils sont en train de tester localement plein de choses, mais qui peuvent assez rapidement probablement coaguler dans une gestion cyber-totalitarienne importante. Et d'une certaine manière, ce qui est un problème, c'est de se laisser enfermer dans ces choses qui sont des avenirs préconstruits, comme s'il n'y avait plus rien à inventer. Je vais vous donner un exemple. En France,
on manque justement d'ambition dans cette idée de faire de l'innovation, de l'orienter, de la réguler. Il y a des gens qui parlent du principe de Gabor. Ah, le principe de Gabor, disent-ils, c'est tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. Bon, Denis Gabor, c'était un prix Nobel de physique qui a inventé l'holographie. Il a écrit un livre qui s'appelle Inventing the Future. Et on présente comme ça sa pensée. Alors, si on cherche dans son livre, on verra, il n'a jamais écrit ça. C'est étonnant. Alors après, on peut regarder, les Américains lui prêtent souvent une autre phrase qui est assez différente, qui n'est pas fataliste, pour le coup. Ils disent « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer ». Ah, c'est tout à fait différent. Là, on reconnaît le volontarisme de nos amis américains. Il y a quelque chose dans l'esprit californien qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus aussi performatif, qui est l'idée « il suffit de ». Mais disons que je ne pense pas que ce soit non plus la chose la plus importante à retenir dans la situation actuelle, parce que d'abord, c'est un peu un miroir aux alouettes, et ensuite, la pensée de Gabor était beaucoup plus intéressante. Si on regarde ce qu'il a écrit, il a écrit « Il est impossible de prédire l'avenir, mais on peut inventer des futurs ». Et donc là, c'est quand même quelque chose de plus profond, c'est de dire toutes ces façons de nous enfermer dans des avenirs qui seraient déjà écrits, eh bien, ça sera bouleversé. Il y aura de l'innovation, il y aura des progrès, il y aura des innovations qui ne seront pas des progrès aussi, mais il y aura de toute façon des turbulences, des choses qui feront que ce qui était prévu ne se réalisera pas exactement comme c'était prévu. À côté de ça, le devoir éthique de gens comme vous qui se lancent dans la volonté de changer les choses, de penser, c'est précisément d'inventer des futurs qui soient désirables. C'est oui, c'est ça votre devoir. C'est comme ça qu'on refile le mistigris, tu vois. Combien je te dois? 5 € s'il vous plaît. Parce que là, maintenant, il faut que j'aille prendre mon bateau. Il m'attend. Ok. Bon voyage, monsieur. Bonne traversée. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, j'ai un rendez-vous dans le coin, je passais juste, ça fait super plaisir de te voir. Hyper intéressant ce que tu disais sur Gabor. Merci. Mais ça me fait penser à un truc là. C'est toujours cool de discuter avec les jeunes, mais j'ai vraiment quelque chose à faire maintenant là, et je dois embarquer. Ça te dirait pas, je sais que tu as pas mal réfléchi sur le temps, que tu as des théories là-dessus. Tu voudrais pas les éclairer un peu? Bah ouais, si ça vous intéresse. Ça vous dit, les jeunes? Bah bien sûr. Bon, Complètement. Bah, je vous laisse en de bonnes mains. Ok. Super. À bientôt, Vincent. Tiens. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que je vais pouvoir creuser un peu tout ce qu'il vient de vous dire là sur la fin. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'était le temps? Bah, non, enfin le temps c'est le temps quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, futur. Enfin, c'est... Exactement, futur. Bah, pour nous, en Occident, le temps, c'est comme une ligne en fait. Le passé est derrière, le futur devant, et puis on avance inéluctablement. On est obligé d'aller de l'avant, et le temps, c'est comme une toile qui se dévoilerait petit à petit. Alors, si on imagine le temps comme ça a des implications assez fortes en fait sur les sciences et les techniques, parce que nombreux sont ceux qui considèrent que de toute façon, les développements techniques vont arriver et que ça ne sert à rien de se ralentir, de s'alourdir avec des réflexions éthiques, parce que si nous ne mettons pas en place des choses comme, je ne sais pas, le clonage, l'homme-machine, etc., bah, d'autres innovateurs, peut-être moins regardants, vont de toute façon faire ces développements techniques qu'on finira par adopter immanquablement. Donc non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, on aura perdu l'avantage concurrentiel. Alors si on pense comme ça, sur une ligne unique, ben, on n'a pas vraiment de choix et puis on n'a pas vraiment de responsabilité non plus dans tout ça. Mais le temps n'est pas vu partout comme ça en fait. Chez les Gbaya, une population d'Afrique centrale, le temps est aussi linéaire. Sauf qu'en fait, notre futur n'est pas devant nous, il est derrière. Et ce qui est devant nous, c'est notre passé. En fait, c'est assez logique, parce que ce qui est devant nous, c'est ce qu'on peut voir, donc c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a déjà vécu, donc c'est le passé. Et le futur est derrière moi, complètement invisible, informe, je ne le connais pas. Et en fait,
pour l'Egbaya, le temps passe à travers mon corps. Et c'est en passant à travers mon corps que je crée le futur, là, juste ici. En fait, le présent, c'est ce futur que je modèle par mes gestes. Et si je réfléchis le temps comme ça, alors là, c'est complètement différent, parce que si je modèle le futur, ma responsabilité dans les développements techniques, par exemple, va être clé, en fait. Et j'ai le pouvoir de faire les fameux futurs possibles dont parlait Vincent. Et justement, à partir de ce moment-là, il existe plusieurs lignes de temps. En fait, si je prends un exemple, on sait aujourd'hui que sur la question des protéines animales, c'est un problème environnemental énorme, c'est un véritable fléau, et que donc il faut trouver des solutions, des alternatives à notre consommation actuelle de protéines animales. Ok, alors il y a des études qui ont montré que certaines technologies pourraient peut-être être intéressantes. Par exemple, est-ce que vous voyez ce que c'est la viande in vitro? Non. Non. La viande in vitro, en fait, ça vient d'une biotechnologie. Ça permet de prélever quelques cellules sur un animal et sans le tuer, on prend juste quelques cellules, on les met en laboratoire et on fait pousser un steak comme ça. Bon, alors il y a des études qui montrent que ça pourrait demander jusqu'à 80% moins d'eau et 40% moins d'énergie pour créer la même quantité de protéines animales. Ok. Pas mal. Admettons qu'on décide d'utiliser ça, on pourrait avoir tous, demain, dans nos frigos, des boîtes de pétri dans lesquelles pousseraient des steaks. Ce serait un petit peu la yaourtière 4.0, quoi. Mais enfin là, question typique, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, j'ai complètement oublié d'acheter des cellules souches de poulet, mais je crois que le bœuf a fini de pousser, chérie. Tu peux vérifier? On dessine, en fait, des choix socio-techniques complètement différents. Mais c'est ça qui est important. Ce sont des choix. Et ce mot, on l'a beaucoup oublié dans les sciences et les techniques aujourd'hui. Par exemple, sur la même problématique de protéines animales, on peut aussi penser aux insectes. On sait qu'un criquet transforme en fait sa nourriture de façon 12 fois plus efficiente qu'un bœuf. Donc, pour la même quantité de protéines, un criquet aura un impact environnemental environ 12 fois moindre. Sur la simple question de nos modèles agroalimentaires, on peut imaginer un nombre de choix, mais innombrables. Les insectes, la viande in vitro, la permaculture, l'agriculture urbaine, les algues. Et en fait, tous ces choix, ça demande des investissements, mais même des recherches, des laboratoires, des chercheurs différents. Et alors là, si on doit commencer à faire ce genre de choix, évidemment, on est en plein dans notre question de responsabilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que tout ce que je viens de vous présenter, là, c'est des temps linéaires. Mais en fait, il existe un temps, et même plusieurs temps, qui sont circulaires. C'est le cas, par exemple, des temps magiques ou des temps religieux. À Sparte, tous les 9 ans, le pouvoir des rois est remis en question et les éphores, c'est l'équivalent du pouvoir exécutif, regardent le ciel et si par malheur ce soir-là, une étoile filante passe dans le ciel, alors c'est à l'oracle de Delphes de décider si le roi doit être destitué ou pas. Le roi, vous vous rendez compte? C'est dingue. Pour les médecins antiques, c'est pareil. Les maladies se nouent, se dénouent, se renouent autour du chiffre 7. Tous les 7 jours, les 7 mois, 7 ans. Donc en fait, s'il y a un traitement à prendre ou un rituel à faire, ça sert absolument à rien, et c'est même contre-productif de le faire si le moment n'est pas propice. En fait, dans ce genre de conception, le temps n'indique pas une unité de mesure, mais les unités d'un rythme. Et les moments différents reviennent toujours à du semblable, en fait. Le temps est chargé de qualité. Ce qui compte, c'est la qualité du moment. Aujourd'hui, c'est pareil dans pas mal de spiritualités, dans certaines religions. On considère que les 12 premiers jours de l'année
sont équivalents aux 12 mois qui viennent. Donc ça veut dire que si je fais quelque chose le 2 janvier, c'est comme si je l'avais fait en février. Et en fait, un jour est équivalent à un mois. Tout ça n'a aucune importance, parce que ce qui compte, c'est la qualité du temps. D'accord. Mais alors, par exemple, moi je suis dans la rue, je suis en train de fumer une cigarette, et j'ai une poubelle à 50 mètres, et je viens de la finir. Qu'est-ce que je fais? Enfin, si par malheur, voilà, j'ai un peu la flemme, et je jette ma cigarette dans la rue, ça veut dire que cette action, je vais la répéter à l'infini? Exactement. En fait, ce que tu es en train de redécouvrir là, c'est quelque chose qu'on a dans la philosophie aussi contemporaine, et Nietzsche en parle. Il parle de ce concept de l'éternel retour. Donc en fait, pour lui, une expérience que tu dois faire, une expérience de pensée quelque part, ce serait de te dire comment est-ce que tu agirais si chacun de tes actes, tout ce que tu fais, devait se reproduire à l'infini. Et ça, c'est extrêmement fort, parce qu'en fait, si tout ce que tu fais se refait à l'infini, tu as plutôt intérêt à ne pas te planter quand même la première fois que tu le fais. Hein. Ça c'est clair. Je lisais récemment une étude de Georgia Tech qui a analysé les algorithmes de détection des piétons qu'on est en train de créer là en ce moment pour les voitures autonomes. Et en fait, ils ont montré que ces algorithmes détectent beaucoup moins bien les personnes à la peau foncée. Et ça m'a rappelé les premiers processus chimiques de développement photographique. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils étaient en fait assez mal adaptés, les tout premiers, et ils rendaient très mal les détails sur les peaux foncées. Et c'est assez frappant quand vous regardez une photo des années 70, si sur la même photo vous avez des personnes blanches et des personnes noires. Apparemment, le marché de la photographie s'attaquait plutôt à des populations blanches, et c'est pour ça que la technologie avait ce biais-là. Est-ce que le parallèle n'est pas frappant? Est-ce qu'on va encore refaire les mêmes erreurs à l'infini? Est-ce qu'on n'a rien appris du passé? Mais réfléchissez-y. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la responsabilité de l'innovateur? Être responsable, c'est quoi? Comment ça se traduit concrètement dans vos vies, au quotidien? Être responsable, c'est répondre de ses actes. C'est ça pour moi. Enfin, ça veut dire quoi pour vous, la responsabilité? C'est vrai, répondre de ses actes. Une caractéristique fondamentale de la responsabilité, c'est qu'elle est incessible. Je suis la seule personne à pouvoir accomplir mon devoir moral. Personne ne peut le faire à ma place. Par exemple, s'il y a une personne là, en train de se noyer, sous mes yeux, je suis la seule à pouvoir la sauver. Bah non, moi je peux sauter, je peux plonger, je peux aller la sauver. Oui, alors tu peux faire ça effectivement, mais même si tu le fais, mon devoir moral n'aura pas été accompli. Tu ne m'auras pas remplacé dans mon acte moral. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous l'avez dans le mot responsabilité, ça vient de respondere, et c'est exactement ce que tu disais. Répondre de ses actes. Je réponds de mes actes. Je réponds de mes paroles. On ne vous reprochera jamais de ne pas tenir une promesse que quelqu'un d'autre a faite. Et ça, si je reviens à mes innovateurs et la technologie et la science, c'est extrêmement important parce qu'en fait, tous nos choix sont des actes personnels. Tout ce qu'on fait, ce sont des choix personnels. Et donc ça veut dire, alors évidemment, le système est largement impliqué dans les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Mais malgré tout, on prend nos décisions nous-mêmes. Et dans ce cadre, avec la science et la technique qui modèlent notre avenir comme elle le fait aujourd'hui, l'innovateur est l'un des personnages les plus puissants de notre société. Et à ce titre, lui plus qu'un autre est responsable du bonheur de chacun. Pourtant, il méconnaît absolument sa propre puissance. Je n'ai pas le choix. C'est ce que m'a demandé ma hiérarchie. C'est ce que veut le marché. C'est ce que veut le consommateur.
c'est les deadlines, c'est les chiffres à la fin du trimestre. Je suis obligée. Alors, bullshit de l'innovation ou bullshit de l'innovateur? Est-ce que ce n'est pas plutôt les mensonges et les excuses qu'on se raconte à soi-même? Je crois, si on veut faire face aux problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, les crises, on doit inventer une nouvelle posture. Alors oui, cette personne, on peut l'appeler l'innovateur responsable. C'est quelqu'un qui a pris conscience en fait de sa puissance, qui a fait des choix, qui sait ce qui est important et qui essaie de les mettre en œuvre. Oui, c'est ça que vous devez faire, inventer une nouvelle posture. Mais comment on fait en fait, comment on fait pour être ce nouvel innovateur responsable, concrètement? Alors j'ai une très bonne amie, Isabelle Youn, elle appelle ça le macaron du changement. Il y a pas mal des excuses que je vous ai sorties qui sont liées, malgré tout, à nos organisations, à nos entreprises, au système dans lesquels on est, les entreprises dans lesquelles on travaille. Alors, pour Isabelle, une organisation, c'est un peu comme un macaron. Donc vous avez la base, bien solide, qui exécute, et puis vous avez le dessus, solide aussi, hein, les décisions, la hiérarchie. Et en fait, on peut voir que les décisions de changement dans les entreprises, soit c'est ce qu'on appelle top-down, donc elles viennent d'en haut, soit bottom-up, elles viennent d'en bas. Et puis le mieux, c'est quand même qu'elles viennent des deux côtés. Mais entre ces deux couches, il y a en fait une sorte de ganache. Et cette ganache, alors ça peut être des personnes, mais ça peut être des processus. En fait, c'est toute cette zone où les décisions se diffusent, l'information se perd. En fait, tout est plus mou dans cette zone. Et pour Isabelle, ce qu'il faut, c'est implémenter une colonne vertébrale pour qu'il puisse y avoir un réel changement. Elle appelle ça les pépites de chocolat. C'est sympa. Et alors, ces pépites, ça peut être des innovateurs. C'est des gens qui ont la tête un peu dure. Ce n'est pas une position facile, hein, parce que pour pouvoir faire changer les choses vraiment en profondeur, il faut parfois refuser. Il faut s'inscrire contre ce qui existe déjà. Mais oui, je crois que si vous voulez être des innovateurs responsables, il faut que vous soyez ces pépites, des gens qui ont vraiment des convictions. Et puis, des gens aussi qui, un peu comme les Gbaya, savent que le temps passe à travers eux, qu'ils inventent l'avenir, qu'ils inventent les futurs possibles, et qui en profitent, puisque vous êtes malins, vous allez en profiter, pour faire un futur commun, désirable, pensé, un futur qu'on a pensé. Puis si on pouvait l'inventer ensemble, en plus, ce futur, ce serait pas plus mal. C'est vrai. Ouais. Je suis complètement à la bourre, je suis désolée, j'ai même pas le temps de prendre une conso, mais c'était super de parler avec vous. Revenez, ce sera offert par la maison. Hein. Super, merci pour les conseils. Ciao. Au revoir. Ciao. Allez. Si là, on n'est pas... On a la pêche, là. Il faut le faire ensemble. Complètement, hein. ouais. Faut choisir. Il faut qu'on soit des pépites. Ah, ça, faut qu'on soit des sacrées pépites, ouais. Ouais. Ok. Mais attends, écoute. On a parlé de progrès. On a parlé de choix. On a parlé de... on a parlé un peu de technologie, de technique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, parce que tu vois, je trouve que la technologie est quand même vachement présente, est-ce que c'est possible de se dire qu'une technologie aujourd'hui peut être responsable? Ça existe, ça? Alors, sur la question du progrès technologique, je te suis. Pas de problème. La question de la responsabilité, peut-être un tout petit peu moins. Par exemple, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Tu vois, là, en ce moment, tout le monde parle IA de partout. Mais Thomas, l'IA, c'est tout sauf responsable. Hein. Attends, mais justement, je rebondis sur ce qu'a dit la cliente. En fait, si nous, on peut choisir les... Attends, je t'arrête tout de suite là. J'ai fait un mémoire sur l'IA, donc tu peux pas me berner. Hein. Ah ouais. Maintenant, écoute et ouvre grand tes oreilles. L'IA, c'est pas du tout responsable. L'IA, en fait, c'est surtout l'obsolescence de l'humain. Où est le bon là-dedans? Non, attends, il faut retracer toute l'histoire de l'IA.
En fait, l'IA, déjà, ça commence ni vu ni connu par une petite reconnaissance faciale sur ton Facebook. Ensuite, elle s'invite dans ta maison avec Google Home, Alexa et j'en passe. Et puis alors là, elle se met à te traquer avec ton smartphone, ton ordi. C'est véridique, hein, j'ai testé moi-même. Vas-y, franchement, je sais pas ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, et alors là, attends, mais cerise sur les gâteaux, une fois que tu as été traqué, bien sûr, par tes objets numériques personnels, là, on te recommande une paire de bottes que tu as vues la semaine dernière sur Sarenza, sur un site qui n'a rien à voir avec Sarenza. Je sais pas si t'imagines. Donc ça veut dire en fait que l'IA, elle nous traque, elle nous espionne, elle nous observe, elle est tout le temps là. Au moindre pas que tu fais, en fait, l'IA, elle sait où tu es. Et franchement, si elle s'arrêtait là, ce serait bien. Hein. Eh ben non, pas folle la guêpe. Elle pique aussi nos emplois. Nous, demain, on n'aura pas de boulot, hein, laisse tomber. Hein. Déjà, c'était adios les caissières, adios les gens au guichet. Tout le monde aura son clone IA. Et ta grand-mère, là, eh ben, elle pourra programmer son clone IA pour aller balader le caniche, alors que ça fait 10 ans qu'elle est dans le fauteuil. Donc, t'inquiète, hein, tranquille Émile. On n'est pas rendu. En fait, je crois que tu te rends pas bien compte, en fait. Non, mais c'est vrai, l'IA, elle est assise dans son bureau en ce moment même et elle conspire contre nous. Là, je te parle d'une théorie du complot. Ça se trouve, elle nous écoute par la machine à café. Non, mais réveille-toi, Thomas. Genre, bientôt, on aura tous des puces dans le cerveau, en mode cyborg direction la planète Mars, avec pour capitaine Elon Musk. Mais c'est un aller sans retour, hein. Je te dis, on peut déjà laisser tomber. C'est perdu, c'est perdu. Faut tout arrêter. Pas le choix. Excusez-moi, deux petites choses. Je peux me permettre de voir un petit café? Ah oui, pardon. Je ne suis pas docteur, mais sincèrement, je pense qu'il faut que tu arrêtes la drogue. Parce que là, tu es parti très très loin, et vraiment très fort. Il faut passer à des trucs plus naturels, yoga, méditation, équitation, c'est plutôt mieux que là, tu es passé à des trucs très durs quand même. Hein. En fait, vous y connaissez, vous, en IA? Écoute, tu jugeras par toi-même un petit peu. Je travaille pour un groupe américain, c'est pour ça que je porte le t-shirt de Captain America. Donc, on nous force à porter des t-shirts avec l'étoile américaine. Mais ceci étant dit, je travaille pour un grand groupe américain qui s'appelle IBM, sur Watson, qui est en fait le programme d'IA depuis maintenant 10 ans. Et tout ce que tu as dit entre nous, tu es un petit peu la quintessence du bullshit, si je peux me permettre. Le B52 du bullshit, c'est que quand tu t'as mis, tu ratisses large. Hein. Oui, enfin, vous dites que je mélange tout. Tu vas franco. Mais d'un autre côté, l'IA, elle est partout. Et en même temps, elle est nulle part. Et ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas discerner le vrai du faux. Tenez le café. Merci, c'est adorable. Merci pour le café. Merci. Bon, ceci étant, écoute, il faudrait quand même prévoir du vrai café, mais ceci étant, c'est pas grave. C'est du déca, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment du bullshit jusqu'au bout. Il est chiant, ce client. Bon, ceci étant. Les clients aujourd'hui. Écoute, c'est plus que c'était. Hein. Ah, c'est sûr, c'était mieux avant. C'est ce que je pense avec l'IA aussi. Bon, ceci étant, plaisanterie mise à part, je pense que, tu as fait du très beau bullshit. C'est brillant. Et merci. Alors, à mes yeux, à la différence d'autres grands clients que j'ai vus tout à l'heure, parce que j'étais au fond du bar, j'ai hésité à me rapprocher au fur et à mesure de vous, en l'occurrence. Pour ma part, le plus beau bullshit, c'est comme le mensonge. C'est un mensonge qui se rapproche très vite de la réalité. Donc, très difficile à déceler. Et le bullshit, c'est un peu ce que tu as fait, c'est-à-dire, de mon point de vue en tout cas, c'est prendre des éléments de réalité que tu as amplifiés de manière outrancière, en tout cas de mon point de vue, que tu as poussé à un degré très fort, et pour faire un discours qui quand même est très impactant. En tout cas, moi, il m'a impacté. Et quelque part, ce bullshit-là, comme il est efficace, il est dangereux, comme toute chose efficace. Et il est dangereux parce que si tu suis ce raisonnement-là, et ce côté c'est de nulle part et c'est partout, quelque part, tu as positionné l'IA comme un sujet qui te dépasse. Et s'il te dépasse, tu vas te déresponsabiliser, tu ne vas pas t'en emparer. Et à partir du moment où tu t'empares pas d'un sujet, tu vas le subir. Parce que d'autres aujourd'hui s'en emparent. Et donc ça, c'est mon avis personnel sur la notion d'IA et de bullshit. Et si tu le permets, ce que j'aimerais, c'est que j'ai pris des notes tout à l'heure, et j'ai noté 5-6 points sur lesquels on va essayer de dégonfler la baudruche à fantasme. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, il y a des sujets qui appellent du fantasme, du bullshit. On va les prendre un par un, et puis on va s'en parler. Tu es d'accord ? Allez. On les passe en revue. Alors, c'est des beaux bullshit. Hein. Comme ça, j'ai pris du gros, comme ça évitera trop de finesse dans le raisonnement. Alors, l'IA, c'est magique. Harry Potter. Voilà. Donc, l'IA, c'est magique, ça te surpasse, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas sous ta maîtrise et qui s'impose à toi, qui va travailler seul, sans les hommes et les femmes, et qui va s'imposer à nous. L'IA, pour celles et ceux qui le font, c'est un sujet sur lequel il faut faire travailler des dizaines, des centaines d'hommes et de femmes, que ce soit dans les phases où tu vas bâtir la partie algorithmie, dans les phases où tu vas faire l'apprentissage de ces machines, dans les phases où tu vas superviser ces machines, et dans les phases où tu vas suivre ces machines et les améliorer. Et à la fin des fins, l'utilisateur, c'est qui ? C'est toi. C'est toi. Donc, jamais l'humain n'a été aussi au cœur d'un sujet, et souvent d'ailleurs on présente l'IA comme un sujet magique qui te surpasse, mais c'est un sujet qui est éminemment humain.
Donc l'être humain là-dedans, il est juste clé et central à tout ce qui se fait autour de l'IA, de sa genèse jusqu'à son application, jusqu'à son apprentissage et son évolution. La grande différence, c'est que l'IA, elle, est immortelle. Parce que pour le coup, c'est une machine. Donc c'est un monde sans fin, FIN. Je te laisse sur cette réflexion-là. Deuxième sujet, après c'est pas le mythe de la grotte, mais c'est un vrai sujet. Le deuxième point, c'est que je prends maintenant les autres extrêmes. On va s'amuser avec jouer les extrêmes, c'est la partie la plus facile. Après on jouera au milieu du terrain. L'autre extrême, c'est l'IA, c'est rien. Pour des gens qui te disent, écoute-moi, l'IA, finalement, c'est un vrai bullshit, c'est finalement une sorte de leurre, parce que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, tu sais quoi, tu prêtes ta machine à café tout à l'heure. Ah ben, demain, avec l'IA, tu lui diras merci à ta machine à café. Pourquoi tu lui diras merci? Parce que cette machine à café va d'une certaine manière dialoguer avec toi comme jamais aucune autre machine n'a dialogué avec toi. Et ça s'appelle le langage naturel, et ça s'appelle la reconnaissance visuelle, et ça s'appelle l'empathie, et ça s'appelle la gestion du savoir. Et donc ces machines autour de nous, qui nous entourent, et on est bardé de capteurs, on est bardé de machines, qu'on le veuille ou non, avec ou sans l'IA d'ailleurs entre nous, là n'est plus le sujet d'ailleurs, vont devenir des machines dites intelligentes parce qu'elles vont incorporer d'une manière ou d'une autre une intelligence dite artificielle. Il reste à savoir si elle est artificielle, si elle est vraiment intelligente, c'est encore un autre débat. Mais fondamentalement, ils incorporeront une intelligence artificielle. Et donc en cela, tu interféreras, tu dialogueras avec des machines comme jamais tu as dialogué avec tes machines. Et quand tu seras dans ta bagnole, tu vas parler à ta bagnole. Tu diras merci à une machine à café. Un jour, j'ai vu un script d'un soldat américain qui parlait à une intelligence artificielle et fondamentalement, il demandait des questions, enfin, il posait des questions, il avait des réponses. Des fois, il posait une question, moi je ne comprenais rien à la question, la machine semblait comprendre, surprenant. Des fois, c'était le contraire, où je pensais que la machine comprenait alors que la machine ne comprenait pas, alors que pour moi, c'était simple. Donc là, encore une fois, j'ai perdu mes illusions sur tant de sujets. Mais à la fin, ce que je me suis aperçu, c'est que le militaire en question lui a dit à la machine, à la fin de la discussion, « Merci beaucoup ». Je n'ai jamais dit merci à la machine à laver, moi, jusqu'à maintenant. Ah, moi, je suis un véritable psychopathe, hein. Je dis merci à toutes les machines qui m'entourent. Bon, je suis un petit peu seul en ce moment. Bon, ceci étant, c'est notre débat. Donc, le troisième point, et des cacahuètes, là, putain, c'est vrai? Oui, non, je déconne, je suis Donc, 3... Mais allez-y, hein, servez-vous en cacahuètes. Non, je sais pas, je suis très méfiant. Donc, 3... Les data, j'ai marqué un point qui est intéressant. Nous sommes obsédés, les Français, par beaucoup de choses, mais dont un sujet, qui est les data. On ne pense qu'aux data, les obsédés des data. Je pense que ça vient de notre passé de l'école d'ingénieur, même si je suis au sein d'une école, de ce bar au sein d'une école de commerce, mais la data. L'IA, elle a deux pattes. Elle a certes la data, mais elle a un sujet qui est l'apprentissage. Et l'IA ne peut pas fonctionner si elle a ni l'un ou ni l'autre. Elle a besoin de data, oui, mais elle a besoin d'un phénomène, d'un mécanisme d'apprentissage. Et ce mécanisme d'apprentissage, il est fait par des hommes et des femmes. Donc encore une fois, tout ce fantasme autour de la data, en disant que l'IA, ce n'est que des mathématiques ou que des sciences mathématiques et des hard skills, c'est une grave erreur. Et ce faisant, on pousse un système éducatif à sa perte, de mon point de vue, puisque notre système éducatif est éminemment basé, notamment en France, sur un système basé sur les hard skills versus les soft skills. Et encore une fois, pour ne pas bullshiter les gens et leur dire maintenant qu'il ne faut travailler que les soft skills, il faut travailler les deux, les hard et les soft skills. Et c'est ça qui, demain, fera peut-être la différence. Je te livre des pensées, et après, votre libre arbitre s'exercera pour savoir si vous pensez que c'est du bullshit ou pas, et en fonction de votre conviction, vous en ferez votre avis. Quatrième bullshit qui est pas mal, c'est on pense souvent que l'IA est une sorte de juge de paix qui te dépasse et qui potentiellement pourrait te dire ce qui est juste. Or, les biais et l'IA, c'est les deux facettes d'une seule et même pièce. Oui, l'IA a des biais. Pourquoi? Parce qu'elle vient de nous. Nous sommes tous biaisés. Donc, il ne faut pas que ma langue fourche, mais nous sommes tous biaisés. Que ce soit une question de culture, que ce soit des questions de référentiel, que ce soit par rapport à notre environnement, nous avons tous des biais. Et comme on interagit avec ces machines, on leur confie nos biais, on partage nos biais, donc elles sont biaisées. Donc la question, ce n'est pas savoir si elle est biaisée ou pas, elle l'est. Je le suis, tu l'es, tu l'es. À moins que tu sois l'homme parfait, le cinquième élément, c'est de le rechercher. Ceci étant, une fois que tu as acknowledgé ça, parce que tu as pris ce concept comme étant une réalité, parce que c'est une réalité, on l'aime ou on l'aime pas, c'est des faits, les faits sont têtus. La seule question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je les identifie, comment est-ce que je les corrige, comment je peux les réduire. Et là, tu as la réponse du bullshitter qui te dit « la machine va tout résoudre par elle-même ». Mon cul. Je suis un petit peu familier. Mais ça reflète une réalité que je pense. Non pas mon cul, mais l'idée. Mon point de vue, c'est que la machine, elle sera ce qu'elle sera créée par des hommes et des femmes qui vont la créer pour qu'elle fasse quelque chose. Mais ceci étant dit, si tu n'as pas les hommes et les femmes
qui reflètent une certaine diversité, et ce n'est pas un mot de bullshit, la diversité, et la bienveillance, ce n'est pas un mot de bullshit, tu vas créer des machines qui vont être biaisées, parce qu'elles sont le reflet des gens qui vont les former. L'homme blanc de 40 ans, t'en prends 10, tu auras un résultat d'homme blanc de 40 ans. Au même titre que tu auras des hommes noirs de 40 ans, tu auras la même chose, ou des femmes jaunes de 40 ans. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est qu'il faut que les hommes et les femmes qui forment ces systèmes soient le reflet d'une certaine diversité pour que la machine soit elle-même le reflet d'une certaine diversité. Et je finis l'idée en question, c'est que non seulement ta machine ne va pas corriger les biais, mais elle va les amplifier. Elle va les amplifier. C'est des formidables machines à bullshit. Parce que la capacité de machine d'IA, c'est d'amplifier une expertise et un savoir qu'elle a ingurgité. Donc, ça va être le king du bullshit, si tu n'y veilles pas suffisamment. L'autre point, c'est l'intégration. Alors je sais que c'est très sexy que de dire que l'informatique a disparu, qu'il ne faut plus travailler avec les directions informatiques, que les legacy systems, c'est pour les vieux. Mais à la fin des fins, où sont les informations dont tu as besoin, putain? Elles sont où? Elles sont dans les systèmes, que tu le veuilles ou non. Donc il y a bien un moment donné où tu vas devoir travailler, oui, avec des gens qui font de l'informatique et qui vont devoir intégrer tes systèmes avec de l'IA. Donc tout aussi le bullshit qui tourne autour du marketing à outrance, du fonctionnel à outrance, du end user à outrance, du design thinking à outrance, du customer journey à outrance, et à un moment donné, il faut revenir sur Terre, là. Hein. Quand on bascule sur des grands projets, il y a une dimension marketing, il y a une dimension stratégique, il y a une dimension fonctionnelle, il y a une dimension éthique, et il y a une dimension technologique et informatique. Autre élément que je mets à votre sagacité. Le dernier élément que je vais aborder, c'est que c'est peut-être le plus important, c'est que lorsqu'on fait un projet d'IA, souvent les gens attendent à ce qu'on vienne avec une armée de développeurs, et finalement l'IA, comme je le dis souvent, c'est la fin du code. Ça veut dire que c'est un monde qui bascule d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Le monde de la programmation était très déterministe, il exécutait quelque chose, hein, c'est if, x, then, y, passez-moi pour l'anglais. Et ensuite, on bascule sur un monde d'apprentissage où des hommes et des femmes vont devoir apprendre à une machine à faire quelque chose. C'est un chiffre qui est juste énorme. Donc, nous sommes face à quelque chose, effectivement, qui va être extrêmement transformatif, extrêmement disruptif. Et ce n'est pas du bullshit. Mais encore une fois, je le crois profondément, il faut savoir raison garder entre les extrêmes et avoir une vision éclairée, exercer notre libre arbitre, et plus que jamais d'ailleurs, au travers l'IA, on aura d'autant plus besoin d'avoir un esprit critique par rapport aux choses, et c'est ça qui, je pense, fera la différence. Qu'est-ce que tu en penses? Putain, tu parles plus, là. Là, vous m'avez... Bullshité. ça sera à vous de porter votre avis. Mais ceci étant, j'ai parlé avec sincérité, et je l'espère en tout cas avec des éléments tangibles qui vous permettent de structurer votre pensée. Ceci étant dit, c'était vraiment sympa, le café remarquable. Je reviendrai. Revenez, cette fois-ci, ce ne sera pas un décal. Pas pour le café. Mais ceci étant, il faut que je parte parce qu'il y a une bande de jeunes que j'aime bien, qui fait visiblement une petite conférence sur le bullshit, un truc qui s'appelle Paris-Dauphine, et je crois qu'elle m'a appelé pour que j'y aille. Okay. Merci encore. Ok, bah merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah voilà, hein, une journée bien remplie. C'est dingue, c'est toujours comme ça dans ton bar? Enfin, il y a toujours autant d'ambiance, il y a toujours autant de personnes qui veulent participer? Non mais là c'est... Aujourd'hui en fait, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, chaque client s'est dit « j'ai mon mot à dire ». Quoi. Alors bien sûr, ok, ils sont bienveillants. Mais moi là, j'ai le cerveau qui fume. J'en peux plus. Déjà avec le master MTI, non mais c'est bon, moi j'ai pas signé mon contrat voilà, de serveuse déjà, bon, c'est pas le job de rêve. Mais si en plus, voilà, il faut... C'était quand même intéressant. Non mais c'est sûr, mais moi j'en peux plus là. Tu sais quoi? Attends, il est quelle heure là? Ok, attends, il reste encore 30 minutes, bah c'est pas grave. Hein, je ferme le bar. Hein. Le patron il est pas là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Écoute, Marie... Ah moi j'en peux plus. Non, calme-toi, calme-toi. Quand tu étais là hein, pour les tenir un peu, tout ça. Attends, écoute. Je vais te servir un verre. Et je vais te servir un petit verre. Un truc que j'aime. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du champagne? Ah oui. Allez, champagne. Champagne. C'est parti. Un grand verre, un grand verre. Un grand verre, bah quand même, je vais faire ça. Fais pas ton radin. Dans ce qui ressemble plus à des flûtes. Hein, voilà. C'est pas grave. Voilà. On n'a pas de flûte ici, c'est le PMU du coin. Je vois ça, ouais. J'en toucherai 2 mots à ton boss. Hop là, c'est parti. Alors regarde, relaxe un peu, calme-toi. Je te pose ça là. Ah. Allez, chin. Ah, chin. Ah, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien quand ils sont tous partis. C'est quand même mieux. Ouais. Écoute, Marie, il y a un petit truc que je voulais te dire.
Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis venu pour ça cet après-midi à la base. Qu'est-ce qu'il y a? Et bah voilà, tu sais, t'es un peu ma coach love cette année au MTI. Bah je sais. Bon, je suis un peu la coach de tout le monde. Voilà, tu m'as pas mal coaché, tu m'as pas mal aidé. Et en vrai, pour être honnête, il y a pas longtemps, il y a même pas du tout longtemps, j'ai rencontré une fille. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un. Bah, c'est cool ça. Et en fait, voilà, je suis venu te voir. Ouais. Parce que j'ai écrit un discours que j'aimerais lui prononcer demain. Trop bien. Voilà. Et j'aimerais que tu me fasses des retours, voilà, que tu me dises un peu ce que tu en penses. Non, mais moi, pas de souci pour les retours. Okay. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai composé un petit truc la semaine dernière, là. Je pense qu'on pourrait essayer de faire, tu vois, toi tu parles, moi je joue. Un truc assez stylé, quoi. Ok. Ok. Let's go. Allez, j'essaye. Hein. Allez, tu me dis si tu aimes. Hein. Sois franc quand même. Vas-y, vas-y. Je vais me mettre là, histoire que ce soit réel, que je te vois pas, d'accord? Ça marche. Vas-y, fais comme si la fille était juste là. Hein. Je sors mon discours. Pèse tes mots. Hein. Je vais essayer. C'est beau. Je l'ai découvert il y a quelque temps déjà et je suis heureux. Je pense être finalement tombé amoureux. Elle me pousse à valoriser et porter mes convictions. Elle m'encourage à me poser les bonnes questions et à mobiliser mon entourage pour y répondre. Elle ose et a un regard neuf sur le monde. Elle accueille plein d'idées les bras ouverts. Elle m'impressionne. Parfois, je suis jaloux car elle côtoie toutes sortes de personnes. Et puis, elle me rappelle que notre relation n'est pas exclusive. Elle peut être si naïve. Certains de ses amis se jouent d'elle, mais ça ne dure jamais longtemps. Elle sait décrypter le faux du vrai, le futile de l'important. Mon coup de cœur s'appelle Innovation, vous l'aurez compris. Son message est fort et résonne dans mon esprit. Aujourd'hui, elle m'appelle à l'aide en me disant que le talon connecté ne résout pas les problèmes d'obésité, que les applis de smoothie ne réduisent pas notre impact environnemental, que les inégalités sociales ne seront pas résolues sans investissement capital, que le digital n'est qu'un moyen et pas une fin. J'ai décidé d'arrêter d'être dans le déni, de croire en nous et en notre force. Et comme Pierre Rabhi, je suis persuadé que c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain. Vous l'aurez compris, ce n'est pas d'un pitch qu'il s'agit, mais d'une déclaration à mon amour l'innovation, mais aussi et surtout d'une invitation à l'action. Bien wesh. Come on. Allez. On va tous là. Bien wesh. Merci à tous, merci à vous et nos speakers, merci à vous spectateurs d'avoir été avec nous pour tester ce format un petit peu nouveau, original. Est-ce que Emeline est là? Emeline, viens avec moi. Et tout le monde, venez avec nous sur scène. Allez. Merci encore une fois. Merci à tous les speakers. Merci à toute l'équipe organisatrice de la conférence. Merci à la régie, merci à Aurélien.
Merci à Nelly et Mathieu d'Octo qui nous ont coachés pour faire cette conférence. Merci à nos 3 écoles, donc l'Université Paris-Dauphine, l'École des Mines Paris-Tech et l'INSTN, qui nous ont aidés à pouvoir rendre cette conférence possible, et également à nos sponsors, M&M Consulting, Hopscotch, le Cercle de l'Innovation, Quentin Sagnier aussi, et puis merci à toute l'équipe et à tout le Master MTI. Merci à vous. Je vais passer le micro à Albert David, notre directeur de master. Et ensuite, il y aura un petit mot de Happy et Meet My Mama qui vont nous présenter leur concept et ce sera en fait le buffet qu'il y aura à la fin. Voilà. Je vais parler en mon nom et en celui de Neil Montoliu et Sophie Hoche qui sont avec moi les heureux co-directeurs de ce master. Pour avoir une chance d'entrer dans MTI, il faut être entreprenant et savoir bosser en collectif. Je crois qu'ils vous ont montré ce soir ce que des étudiants entreprenants et créatifs peuvent faire pour revisiter et peut-être un peu démoder les conférences en fait, non? Hein, qu'est-ce que vous en dites? Mais innovation responsable, bien sûr, on pourra continuer à faire un tas de conférences d'un tas de genres différents. En tout cas, bravo à eux, merci à eux de nous donner l'occasion de diriger ce genre d'équipe. Et c'est à vous.